Bonjour, donc nous sommes à Saint-Aubin aujourd'hui, donc au domaine Hubert Lamy. Nous sommes avec Olivier Lamy, qui est à la tête aujourd'hui du domaine. Bonjour Olivier. Bonjour Geoffroy. Tu peux nous parler de l'histoire du domaine et puis ce qui t'a conduit à aujourd'hui être à la tête de celui-ci? Ouais. Donc le domaine Hubert Lamy, c'est un domaine familial qui a toujours existé à Saint-Aubin. On retrouve des Lamy en 1640, donc c'est très ancien. Mon grand-père était vigneron, il avait 7 enfants et 7 hectares, et chaque enfant a voulu être vigneron, et chacun s'est installé avec 1 hectare. C'est une génération de gens des années 40 qui travaillaient dur, et mon père s'est installé avec 1 hectare, et puis a vite passé à 10-12 hectares. En 81, donc en 73 il a démarré. Et en 81, il a construit la cuverie, le bâtiment un peu plus moderne, à l'extérieur du village, parce que dans le centre du village, c'était des caves où il fallait passer les tuyaux, c'était compliqué, c'était pas pratique. Et ensuite, il a eu la chance dans les années 92, 13, 14, 15, il a eu l'opportunité d'acheter pas mal de vignes, parce que Saint-Aubin, ça n'avait pas encore trop la cote. Et il a pu acheter 1 hectare dans l'Hermilly, 1 hectare dans la Châtenière, un peu de nom de chien qu'il a loué. Et il produisait beaucoup de rouge à une époque, des années 80, puis 90, toutes ces parcelles de blanc, il y a eu une certaine demande à l'export pour ces blancs-là, qui se sont vendus un peu plus cher. Ça a permis de se développer au niveau qualitatif, ça a permis d'embaucher du monde, ça a permis de replanter des belles parcelles, ça a permis d'améliorer l'ensemble. Moi je suis arrivé en 96 avec un domaine qui commençait un peu à se faire connaître. Il manquait peut-être pas grand chose, et en 96 il y a des clients qui sont venus me voir, ils me disent Olivier, j'ai vu que tu étais revenu, il y a chez la Meloise 4 étoiles à Chagny, il travaillait déjà avec mon père, mais il m'a dit tiens t'es revenu, on aimerait bien venir goûter. Il a fait venir du monde, il y a des gens comme Dominique Lafont, Pascal Marchand, ils m'ont dit tiens il y a un jeune à Saint-Aubin qui s'intéresse, j'étais goûté chez eux, ils ont vu que j'étais motivé, ils m'ont renvoyé plein d'importateurs. Et donc c'est en 96-17 on a arrêté la vente au négoce, on vendait une partie au négoce et une partie en bouteille. Et puis on a développé la bouteille sur un créneau plus qualitatif, mieux valorisé, qui a permis d'améliorer l'ensemble. Et le domaine actuellement il y a 18 hectares. 90% blanc, 10% rouge. Il est parti à peu près 1,5 hectare à Centenay, 2,5 hectares à Chassagne, 1 hectare à Puligny et le reste Saint-Aubin. À chaque fois des vignes en coteaux, des zones calcaires. On produit environ 100 000 bouteilles en moyenne, 130 000 un gros millésime, 70 000 un petit millésime. Et c'est vendu en France à 30%. Avec le reste à l'export dans 35 pays. Et en France, il y a moitié restauration, moitié caviste. Et pratiquement pas de particulier. Donc là nous sommes dans la parcelle Les Frionnes, donc un premier cru qui est personnellement une cuvée que j'adore, notamment au vieillissement. Et donc Olivier va nous parler un peu des spécificités du terroir. Donc Les Frionnes, c'est une parcelle historique du domaine où mon père a acquis la parcelle à côté, et ça c'est une parcelle que mon grand-père avait. Donc c'est une parcelle qu'on a toujours fait. Elle a 80 ans. Et on est sur des éboulis calcaires, donc des sols assez profonds, beaucoup de calcaire en profondeur. Et des calcaires un peu humides, il y a des sources qui coulent un petit peu plus haut parce qu'il y a une cassure au niveau géologique. Et c'est des vignes qui stressent rarement. Il y a toujours une réserve d'humidité, et puis en même temps c'est assez drainant. On a toujours la vieille vigne est vendangée toujours assez tard en dernier, alors qu'un peu plus haut il y a une plus jeune qui est vendangée au contraire en premier. C'est pas un secteur tardif, mais c'est une vieille vigne qui mûrit lentement. On a toujours des vins avec une belle maturité et une belle minéralité. Toujours des vins assez tendus, une belle force, beaucoup d'énergie, et qui vieillissent bien. Ça vieillit lentement, ça garde une belle fraîcheur. On est un peu dans l'esprit chabisien. On a toujours des vins un peu crayeux, côté coquille d'huître, un peu iodé. Donc nous sommes dans la parcelle Les Derrières chez Édouard, en premier cru dans Saint-Aubin, donc avec Olivier Lamy. Donc Olivier, explique-nous un peu donc ce terroir de derrière chez Édouard, un peu la spécificité. Saint-Aubin, entre Puligny et Chassagne, c'est un endroit un peu dans une combe, donc un endroit un peu plus frais, qui a une incidence sur les combes, c'est les vallées qui viennent un peu plus hautes
Et à gauche, on est sur une combe qui est plus froide, à droite aussi. Et là au milieu, l'air chez c'est protégé. Donc c'est un secteur, il n'y a pas d'air froid, ou très peu. L'air froid il circule après en bas, mais ce secteur est protégé. Et au niveau du type de sol, on est à Saint-Aubin, on a toujours des zones très calcaires. Et là, c'est derrière chez Loire, juste là, c'est des marnes blanches. La marne blanche, c'est un calcaire qui est un peu plus récent, c'est un calcaire qui est souple, un calcaire qui est plus jeune. On retrouve ça un petit peu dans les Charlemagne, un petit peu au-dessus des Bonnes-Mares, au-dessus du Chevalier. Et puis ce qui est typique aussi, c'est Chablis, bien sûr. Chablis, il y a beaucoup de marne blanche à Chablis. Et on retrouve des coquillages et ça donne des vins très minéraux, beaucoup de salinité et des choses très iodées dans le vin. Donc on est sur une pente de 30%. On est sur le chardonnay, bien sûr. Et on a beaucoup replanté ici. Il y avait beaucoup de rouges que mon père a eu du mal à vendre les blancs. Et à l'origine, il y avait eu des aligotés il y a 50, 100 ans. Après, il a mis des rouges, parce que c'est plus facile de vendre du rouge. Et puis nous, on a tourné en blanc. Et ça donne vraiment de très très belles choses en blanc. C'est des belles terres à blanc. Ici, sur des plantations, on s'est amusé à essayer de comprendre pourquoi en Bourgogne on est passé de 30 000 pieds hectares avant le phylloxéra, des plantations full où tous les gens faisaient tout à la main, les vignes n'étaient pas greffées, à un système mécanisé où en mécanisant on est obligé d'élargir les plantations et passer à 0,7, 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 10 000 pieds hectares, c'est ce que les gens font maintenant. Et nous, on a replanté il y a 20 ans à 0,7, donc 14 000 pieds hectares. Et puis là où on est ici, c'est 0,45 sur 1 mètre, donc c'est presque un peu plus de 20 000 pieds hectares. Et puis au-dessus, le sous-coteau, là c'est 30 000 pieds hectares. À 30 000 pieds hectares, il y a des raisins qui sont beaucoup plus petits. Là il y a un exemple de grappe, elle fait 20 ou 30 grammes. C'est souvent très sucré, il y a une compétition entre les pieds, les racines vont plus en profondeur. On a des raisins plus petits qui ont plus de goût, avec des minéralités assez fortes, avec des grosses énergies, beaucoup de tension, beaucoup de minéralité. Et ça fait des vins que j'aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de caractère et qui expriment leur terroir. C'est pas les plus concentrés, c'est pas les plus puissants, c'est pas les plus boisés, c'est pas plus d'alcool, mais c'est un équilibre qui est unique, je trouve, dans la cave. Et on a replanté beaucoup de vignes comme ça à plus de 20 000 pieds hectares, à Centenay dans les Gravières, dans les Chassagne premiers crus Chaumet, dans les crus Bâtard Montrachet, donc 1,5 hectare. Et après, sur ces vignes-là, on s'amuse à les tresser. Alors les tresser, c'est-à-dire qu'on ne veut pas blesser la vigne. Pour éviter de blesser la vigne, passer avec un tracteur lourd pour couper la vigne et tout, on les coupe plus. On prend la vigne et à un certain moment, quand elle arrive à 2 mètres de haut, on la penche, on la tresse, on coupe le dessus. Donc quand on coupe le dessus, on évite de couper la vigne, de blesser. On passe pas qu'un tracteur pour tasser la vigne. Et ça donne toujours des grosses maturités, une texture un peu différente, avec au niveau aromatique c'est différent aussi, on a plus de finesse. Une texture plus huileuse, plus de densité. Et puis, si on ne blesse pas la vigne, normalement, après, il y a un système racinaire qui est plus complexe. Et on a toujours aussi des beaux équilibres. Après, je ne sais pas si c'est l'avenir, s'il faut tout faire comme ça, mais ça change le goût du vin et ça change aussi la taille des raisins. On a des raisins plus petits, avec des petites grappes plus aérées. Les grains ne se touchent pas. Alors quand c'est rogné, les grappes sont plus grosses, les grains se touchent. Ça change un peu la physionomie de la grappe. Du coup, sur tes cuvettes de densité, tu assembles les 20 000, 30 000 pieds hectares ou c'est juste les 30 000 pieds hectares que tu passes Voilà, petite parcelle d'un hectare, on a ramassé celle-là en premier. Ouais. Le lendemain, on est revenu cueillir celle-là. On a fait une deuxième cuve. Ouais. Troisième jour, là-haut. Troisième cuve, 30 000. Ouais. Quatrième jour, cinquième jour, à côté à droite. Donc pour faire la même parcelle, on a ramassé 5 ou 6 fois. Et après le bout en bas, donc 5 fois. Mais pour la cuvée finale haute densité, ça sera uniquement la partie en haut? C'est mis dans les fûts à part pour l'instant. D'accord. Et après, quand on goûte en jus de raisin, on voit déjà des différences énormes. La partie là qui est plus jeune, qui a 4 ans, est bien moins bonne que la partie qui a 10 ans, qui est moins bonne que la partie qui a 20 ans. Okay. Donc c'est vinifié, quoi, 18 ans. Donc c'est vinifié, tout est vinifié à part. Et l'année dernière, on y a mis à part. Au bout d'un an, on y a rassemblé avec la cuvée classique le bas. Oui. Cette année, je pense que ça va être encore comme ça. Et puis dès qu'on trouvera que ça sera très bon, aussi bon, peut-être dans 3, 4, 5 ans, ça sera rassemblé avec la cuvée haute densité. C'est planté haute densité, mais c'est pas déclaré haute densité. C'est pareil pour les Centenay Gravières, c'est pareil pour les Chaumet, c'est planté. Donc pour l'instant, il y a une petite incidence, mais il y a beaucoup de compétition entre les pieds, il faut que la vigne se mette en place. Donc en plus de tes plantations, tu refais un découpage dans tes parcelles en fonction de l'âge de tes vignes et de ce qu'elles donnent. Quand on vendange, cette parcelle-là n'est pas mûre à la même date que l'autre à côté, que celle en bas, que celle à côté. Et donc vu qu'on vendange séparément, ça nous permet de... Je pourrais y assembler à 2 jours près, j'ai rassemblé dans une cuve, mais j'ai toujours espoir que ça soit très bon
et que ça soit meilleur que la cuvée à côté, mais en fait, ce qui est le meilleur, c'est au-dessus, la cuvée à 30 000. D'accord. Et puis ça, c'est entre les deux. Alors un jour, ça va monter tout doucement quand la vigne va vieillir, et puis ça essayer en densité, mais pour l'instant, c'est déjà une année très chaude, donc c'est un peu difficile pour les jeunes vignes, c'est stressant. Et en plus, il faut que la vigne se mette en place, que le millésime soit bon pour ça et tout. Donc on verra tout doucement. Au niveau de la conduite du vignoble, de la taille jusqu'à aujourd'hui, quelle taille tu utilises et après, quelles sont tes pratiques au niveau de la vigne? Donc on essaie de respecter et de comprendre le terroir. Et le terroir, l'idéal, c'est de l'accompagner. C'est pas le brusquer ni le faire changer un virage à 90 degrés pour dire non, j'ai la bonne solution. Il y a des terroirs qui sont avec des marnes blanches, il y a moins d'herbes, on travaille différemment ici que la parcelle jusqu'à côté où il y a un peu plus d'herbes. D'accord. La taille est différente. Quand c'est à 20 000 hectares, on taille plus court, la vigne est plus jeune, donc c'est 2 fois 2 yeux. D'accord. On essaie de greffer. Dans la sélection, là, il y a plein de sélections massales et puis des sélections clonales pour essayer de diversifier, pour mélanger. Il y a une dizaine de plants, ouais. Plus 5-6 porte-greffes. D'accord. Donc en fait, ça multiplie une diversité. Et puis après, on a fait nos massales nous-mêmes. On se rend compte que ce que nos anciens ont planté il y a 70 ans, 80 ans, c'est bien au niveau complexité, mais au niveau de la taille des grappes, c'est bien quand c'est une vieille vigne 80 ans, mais que tu ramènes ça dans une jeune vigne, c'est moyen. D'accord. Donc il faut que les vignes vieillissent pour que ça apporte un gain qualitatif, mais c'est toujours compliqué de planter une vigne. Est-ce qu'on plante pour faire bon aujourd'hui ou faire bon dans 50 ans? Oui, c'est une vision du vignoble. Voilà, nous on essaie de faire bon maintenant, le plus tôt possible. Et peut-être dans 50 ans, les vignes ne produiront pas assez. Mais dans 50 ans, peut-être qu'on fera autre chose. Donc on est un peu égoïste et on plante les vignes pour que ça soit bon assez rapidement. Quitte à faire peu de vin tout de suite, et encore moins de vin plus tard. On verra. Et donc pour maintenir toutes ces vignes en place, vu qu'on fait des petits rendements, on essaie de planter avec des densités élevées et de maintenir des pieds qui soient vivants. Donc il y a très peu de mortalité. Donc on fait du cortage pour les pieds malades, on repique nos pieds, donc il ne manque jamais de pieds en général. Donc en fait tous nos pieds produisent. Donc quand on voit la vigne, on voit très peu de raisins, on dit oh, il n'y a pas beaucoup de récolte. En fait tous les pieds produisent un petit peu. Donc ça fait, même s'il y a peu de récolte, tous les pieds produisent et ça fait une moyenne facilement de 40 hecto-hectares. D'accord. Donc au niveau de la taille, tu utilises la fameuse taille poussard. Après, c'est une taille poussard adaptée. La taille poussard, c'est quelqu'un qui est né plus ou moins après les phylloxéra. Et à l'origine, c'est des gobelets. Ils ont transformé des gobelets. Et ce Guyot, en 1870, a dit non, c'est la taille Guyot, la taille gobelet ne produit pas assez. On va faire des tailles Guyot, qui est une taille longue. Et M. Poussard est arrivé, il a dit la taille longue, elle est bien, elle produit plus, mais les vignes meurent plus vite et il y a des problèmes d'esca. Donc il a adapté, il a fait une taille mix gobelet Guyot qui permet d'avoir des rendements et la qualité et les vignes vieillissent mieux. D'accord. Donc là, c'est plus un gobelet sur ces tailles courtes, ces 2 bras. D'accord. Et après, sur les vignes, on est un peu plus large en espace, et ben c'est plus des tailles longues ou mi-longues, on fait des baïonnettes. Et là, c'est le principe de Poussard, mais c'est respecter l'afflux du sève, le flux de sève, respecter la vie du cèpe, il y a tout un équilibre à faire pour que la vigne vieillisse bien et soit en pleine forme. En fait, à l'origine, pareil, c'était cureté, mais trop tard. Donc le côté mort est ici, et le côté vivant, il est obligé de faire le tour. Le côté vivant, il vient de derrière. Et puis même là, la sève, elle passait presque plus. En fait, si on regarde à l'intérieur, il y a beaucoup trop de morts par rapport au vivant.
Donc en fait ben là le curetage il a pas été efficace non plus. Donc c'est toujours anticiper, c'est de moins de faire plein de taille au début pour qu'après il y ait moins de. La vigne résiste mieux. Donc sur des vignes comme ça, en faisant un curetage et puis en taillant mieux, on a pratiquement plus que 0,1% d'esca au lieu d'avoir 5% de pieds qu'on remplacerait tous les ans. On remplace 0,1%, c'est presque plus rien. Et du coup, le curetage, il y a une époque spécifique où il faut le faire ou tu peux le faire toute l'année? Donc en fait, il faut le faire le plus tôt possible. Plus tu le fais tôt, plus la vigne, moins tu la traumatises. Si tu le fais très tard, comme le pied que je t'ai montré, quand il le fait trop tard. Oui. Ben, non mais je te parle dans la saison quand toi tu attaques. Après tu peux le faire dès que tu le vois. Donc nous j'aime bien commencer à le faire l'hiver parce qu'il fait moins chaud. L'été il fait trop chaud pour faire ça. Le champignon il pompe l'eau. Donc l'hiver, le champignon va se gorger d'eau à l'intérieur du cep. Et vu que la vigne est au repos, elle ne va pas avoir d'incidence sur le cep. Par contre l'été, la vigne a besoin d'eau et le champignon lui prend son eau. Donc il va faire dessécher la vigne. D'accord. Et donc en fait ça fait mourir la vigne rapidement l'été. Donc quand tu le vois, souvent c'est trop tard. D'accord. Et tu vois la vigne qui perd ses feuilles, qui sèche en plein été. Et c'est dû à l'intérieur qui est en train de se dessécher. Donc là au niveau des crayons, on est en quoi comme densité de plantation là? Donc là c'est 0,9 entre les pieds et puis 0,45 entre les pieds et 0,9 entre l'espacement. Ça fait 25 000 pieds hectares à peu près. D'accord. 25 000 sur une partie qui est plantée en 70, puis les petits pieds qui ont été plantés entre 15 et 10 ans. D'accord, ok. Qui s'implantent tout doucement, qui mettent beaucoup de temps parce que... Donc c'est des pieds que tu as ramenés suite à la plantation pour la passer en haute densité ou voilà. c'est... À l'origine, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le domaine, les crus bâtards étaient bons, mais je trouvais qu'ils n'étaient pas à la hauteur d'un grand cru. C'est toujours le cas, je trouve que c'est toujours très cher et que est-ce que ça vaut 10 fois, est-ce que le vin est 10 fois meilleur que par rapport au prix. Et quand on goûte les raisins, il y avait une sélection que mon père avait plantée de raisins un peu plus gros, peut-être je pense pour une petite parcelle pour essayer de faire toujours un peu de vin tous les ans. Et quand je suis arrivé, on a marqué tous les pieds qui produisaient un peu trop des raisins moins bons pour faire une sélection négative. Donc au lieu de faire une massale positive, vous gardez les meilleurs pieds, on arrachait les moins beaux pieds. D'accord. Après je me suis dit c'est dommage parce que la vigne va vieillir, peut-être qu'ils seront bons plus tard, peut-être que ce serait mieux de mettre des plants qualitatifs au milieu et réduire la taille, qu'elles produisent moins, que la vieille produise moins, pour équilibrer. D'accord. Et en fait là ce qui se passe depuis 15 ans en faisant comme ça, on voit la vieille qui fait les raisins plus petits et qui a la compétition de la jeune et la jeune qui se met en place. D'accord. Et maintenant on commence à avoir des beaux raisins, ça commence à avoir des beaux équilibres, ça se goûte bien. Après c'est un truc à ressenti, c'est pas prouvé, mais il y a quand même un équilibre qui se fait dans la vigne. Et est-ce que tu vois d'année en année aujourd'hui des évolutions en termes gustatifs au niveau de la cuvée, même des raisins? De toute façon, à chaque fois qu'on regarde une haute densité, ça mûrit plus vite, parce qu'il y a un stress, il y a plus de sucre et plus d'acidité. D'accord. Après, il faut s'adapter, donc ça veut dire qu'il faut manger plus tôt. Il y a un équilibre qui se fait au niveau des rendements, c'est régulièrement 45-50 hecto-hectares. D'accord. Il y a beaucoup moins de pics. Je pense que la vigne, quand elle n'est pas blessée par la taille, quand tu la tailles régulièrement bien et que tu ne lui fais pas de stress, elle produit régulièrement. Dès que tu commences à la blesser, qu'une année elle a un gros stress, l'année suivante elle produit moins. Et après, vu qu'elle s'est reposée, elle produit plus. Ça fait des yo-yo qui ne sont pas toujours qualitatifs. Une vigne moins stressée, elle est beaucoup plus régulière. D'accord. Puis d'ailleurs, on peut voir aussi qu'ici elle est tressée et on voit la hauteur de palissage qui est quand même bien supérieure à la moyenne en Bourgogne. Ouais. Après, bon, il y en a qui vont dire que ça fait de l'ombre, mais en fait, l'ombre pour une année solaire, c'est pas mal. Il y a une certaine fraîcheur. Il y a des points positifs, des points négatifs. Il n'y a jamais la vérité absolue. Voilà, je ne vais pas dire que j'ai la vérité, j'ai pas une vérité. C'est bien de comprendre aussi la philosophie du domaine et puis le travail qui est fait à la vigne. J'ai un point de vue, je pense que les excès sont mauvais dans la vie. Et les excès dans tout. Après, dire qu'il n'y a qu'une vérité, je pense que c'est se tromper. Et de rien faire, c'est pas bon. Et d'essayer d'améliorer. On ne sait pas si on améliore, mais on essaie d'améliorer. Puis dans 10 ans, 20 ans, on verra si on va dans le bon chemin, le bon sens. Mais en fait, on n'a rien inventé. Il y a 100 ans, avant le phylloxéra, il n'y avait pas de tracteur, c'était tressé, c'était en plus ça. Donc, quelque part, ta génération... On revient juste en arrière, on n'invente rien, on redécouvre. Oui. Mais ta génération et puis la nouvelle aussi qui arrive, et les jeunes comme Thomas Boulet, tout ça, vous revenez à d'anciennes pratiques et quelque part à la raison et au bon sens paysan. Tout à fait. Donc en fait, c'est pas inventer une nouvelle taille, inventer un nouveau curetage. Il y a des gens un peu plus intelligents que nous qui avaient déjà mis en place, qui avaient observé ça il y a 100 ans. On l'a oublié parce qu'il faut les mécaniser, il faut les produire beaucoup, il faut
il fallait faire du vin, et puis ça coûte cher de faire bon. Quand mon père a démarré en 73, il y avait beaucoup de rouge, ils faisaient des rendements plus élevés, et il y avait 2 personnes pour 12 hectares à une époque, et maintenant pour 18 on est entre 6 et 8. À l'année, ouais. Sans compter les saisonniers. Voilà. Donc après, il y a un travail qualitatif, on essaie de réfléchir, c'est de faire le meilleur travail possible, mais bon, ça a un coût après ça. Et là sur les cryos, c'est quoi la superficie de la parcelle? Au total, il y a 1,5 hectare et nous on a 0,05, donc 500 mètres carrés. D'accord. 500 mètres carrés, j'ai 1000 pieds. Donc ça tu fais quoi, une pièce là, voilà, entre 200 et 250 litres. Ok. On fait une moyenne de 228 litres quand tout va bien. Une bouteille de cryo qui est loupée. Là tu touches, t'as 100 € dans la main. Donc là nous sommes dans la cuverie d'Olivier. Donc Olivier, parle-nous un peu de comment tu vinifies tes raisins, donc en rouge et en blanc. Quels sont les grands principes? Donc on va essayer de faire un beau travail à la vigne pour faire beaucoup moins à la cave. À l'origine, j'essaie de faire des bons blancs. Le rouge c'est plus difficile, on a moins un terroir rouge. Et on va commencer par les blancs. En blanc, au départ, mon père faisait des vins un petit peu rustiques, ça vin, un peu phénolique, un peu austère, les années 80-90. Et on a essayé d'enlever ce côté rustique par déjà rentrer les raisins sains, en bon état, et éviter la trituration. Et éviter la trituration, c'est manger en petite caisse, manger à la main, en petite caisse, ramasser mûr. Donc l'évolution, il y a 20 ans, je ne pensais pas qu'on allait utiliser pas de CE2 ou qu'on allait fouler. Et je ne sais pas ce qu'on fera dans 20 ans, ça peut encore évoluer sur d'autres pistes. Mais ça a changé en 20 ans, pour faire mieux, j'espère. Mais on se sert des outils modernes, mais en gardant quand même la tête sur les épaules en disant il faut quand même des bourbes, il faut travailler un peu à l'ancienne. Je vais ouvrir la porte pour que le gaz sorte un peu. Donc là nous sommes dans les chais d'élevage, donc chez Avaric. Donc il y a une première partie juste à côté et ici. Et Olivier va un peu nous expliquer comment il procède sur les élevages, la différence de volume sur les tonneaux. Donc à toi de jouer. Donc après le pressurage, quand il y a des beaux jus de raisin, c'est presque pas débourbé. Ça part en fermentation en cuve. Et au bout de 2, 3, 5, 6 jours, si c'est pas parti, on utilise un pied de cuve qui fermente pour ensemencer. Autrement, si c'est parti en fermentation, ça commence à fermenter en fût, on descend ça en fût. Donc là c'est le travail qu'on a fait jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à 6 jours. Donc la première fermentation alcoolique se déroule, on parle d'une densité de 1090, 1095 cette année, donc autour d'un potentiel de 13. Et tout le sucre va se transformer en alcool et va dégager du gaz carbonique. Donc actuellement là, dans cette partie-là, on a la cuvée de Princé, on a la parcelle numéro 3, la parcelle numéro 1, il y a la 4, la 5, la 6, la 7, chaque parcelle identifiée. Ça va faire la cuvée de Princé qu'on va rassembler à la fin, à moins qu'une parcelle qui ne goûte pas très bien, qui sera déclassée, mais en général, ça a pratiquement déjà été fait à la vendange. Et donc, on utilise beaucoup de gros fûts qui font 600 litres. C'est une vieille taille qui s'appelle un demi-muit. C'est des bois un peu plus épais, ça fait 45 mm à 50 mm d'épaisseur. 600 litres, donc c'est un volume plus important. Ça fait des bois qui vieillissent très très bien, qui gardent beaucoup de fraîcheur, qui gardent des belles minéralités. Pour moi, c'est un compromis entre le foudre et le fût. Ça permet de faire un élevage, pas trop marqué, un petit peu réducteur, très long. Et on met très peu de fût neuf. Alors, très peu, c'est pas du tout. Dans le petit millésime, on fait des petits rendements, parce que mettre un gros fût neuf, c'est une grosse taille, ce contenant-là. Et le fût neuf est facile à intégrer quand on fait des petits rendements, comme en 16, en 17. En 18, on a fait plus de rendements. Ben là, on a acheté un par cuvée. Donc ça fait entre 5 et 7% de fût neuf quand on intègre un. Après, les vins sont très peu bâtonnés ou pas bâtonnés. On essaie de jouer la vie du vin et de lui faire connaître l'oxydation et la réduction, qui ne soient pas toujours dans la même phase. Donc c'est-à-dire qu'on va le laisser pendant 2-3 mois partir dans un sens, puis si on voit qu'il est trop réduit, eh ben on va essayer de lui faire travailler sur l'oxydation
ou à l'inverse, s'il est trop évolué, de partir sur la réduction. Et ça me permet au vin de connaître certaines phases, et c'est comme l'adolescence, c'est comme la vie d'un homme, et qu'il ne soit pas toujours que dans un sens. Et ça apporte une complexité. On n'utilise pas de SO2 pendant 1 an, donc c'est-à-dire que là, les 18 en fût, ils vont faire les malots, la fermentation alcoolique, fermentation malolactique. Et s'ils se goûtent bien, on va toujours pas les protéger, on va attendre 1 an pour les protéger au premier soutirage. Et remettre sur l'IFIN au mois de septembre. Donc les 17 sont repartis en cuve, donc 1 an en fût, 2e année en cuve, et ça repose encore 1 an. Et un peu les SO2 pour les mises en bouteille. Okay. Et pour les rouges, on travaille plus sur des fûts de 228 litres ou 350 litres. Et c'est pareil, il n'y a pas le SO2 pendant 1 an. On en met un tout petit peu au mois de septembre, là, quand les caves sont un peu plus chaudes à cause des fermentations alcooliques. Et c'est remis soit en vieux fût, soit en cuve pour une 2e année. D'accord. Donc là, on vient de mettre en bouteille les 16, on vient de soutirer les 17, on vient de rentrer les 18. Donc là, les 17, ils vont rester jusqu'à l'année prochaine en cuve. Voilà, jusqu'au mois d'août l'année prochaine. Tu as remis une partie en fût ou tout reste en cuve? J'ai pas assez de fût cette année. Oui, parce que les 16, tu avais remis une grosse partie. Il y a une grosse partie en cuve, et il y avait moitié cuve, moitié fût selon les cuvées. Ça apporte une très belle complexité, j'étais assez content de ça. C'était vraiment, c'est pas 1 + 1 = 2, c'était vraiment la partie cuve apportait de la fraîcheur, la partie fût un peu plus riche, un peu plus mûr, l'assemblage était bien meilleur que les deux séparés. Et je pense que dans l'avenir, nos vieux fûts, on en rachète 1 ou 2 par an et on les garde là pour la 2e partie d'élevage pour avoir des vins, une partie cuve, une partie fût pour la 2e année. Mais des fûts qui ont plus de 10 ans, qui n'apportent pas grand chose, mais la petite touche, la complexité. L'oxygénation, voilà, donc tout doucement, et puis pour ne pas brusquer les choses, pour ne pas tout changer, on y va doucement, on ne rachète pas non plus trop de fûts neufs. Donc, il ne faut pas dénaturer les cuvées. Voilà, ça. Et l'esprit, j'ai bien aimé le virage qu'on a pris depuis 4-5 ans, de mettre de moins en moins de fûts neufs. J'aime beaucoup les vins comme ça, et on n'a pas ce côté coco, vanillé, boisé des fois qui me dérange sur certains vins. Et je ne veux pas retomber dans le côté boisé, et donc on en rachète tout doucement, mais pour pas que ça sente dans le vin. Faut pas que ça sente. Très bien. On va passer à la dégustation maintenant. Et ben, c'est parti. Dis-moi, tu veux goûter un 18, un 17, un 16, on peut faire... Ouais, 18 c'est encore en sucre, c'est pas très intéressant. Tu veux, non les 18, moi je veux bien goûter, mais si tu veux t'amuser. Non, ça sert légèrement, légèrement le tanin, mais la bouche elle est veloutée, c'est très fin. Il y a un grain de tanin aussi qui est un peu crayeux comme on disait. Oui, c'est exactement, les haches de c'est vraiment le caractère du vin, c'est le côté crayeux, les tanins qui ressort. Puis le vin il a encore un an d'élevage, mais il a déjà une longueur en bouche. C'est juste soutirer. Donc en plus on soutire comme des cochons, c'est-à-dire qu'on veut garder le maximum de l'IFIN. Donc tout ce que l'IFIN va apporter pendant l'élevage. Si tu soutires sur l'éclair, le vin ça sert à rien du tout de laisser vieillir pendant 1 an s'il n'y a plus de lit. Donc un petit peu de SO2 et des lits pour donc là les Freeland 2017 c'était 1 an en fût avec pas eu de fût neuf. Très peu bâtonné, pas de SO2, on vient d'en mettre un petit peu de SO2. Alors le côté brouillon, ça enlève un petit peu ce côté précision en fin de bouche. Par contre le nez, on a ces côtés fruits mûrs, fruits jaunes, millésime solaire quand même. Ouais, on a quelque côté un peu des zestes de citron. Ouais, derrière on a une fraîcheur derrière. Ce millésime là, 2017, c'est un millésime qu'on a mangé tôt, encore le 25 août. Donc un peu comme 2018, un peu comme 2015, mais qui avait une belle fraîcheur en même temps, une belle acidité, des beaux pH. Donc on aura un côté mûr et un côté citron, de toute façon dans les vins, un côté agrume qui va ressortir. Et plus l'élevage est long, plus le côté agrume ressort, c'est ça qui est marrant. Plus ils sont frais. Ouais, plus tu retends le vin. Voilà. Et donc plus au départ tu as un côté gourmand rond, le début de l'élevage, tu as le fruit primaire. Le fruit primaire il s'efface tout doucement, il disparaît. Et par contre tu as une fraîcheur, une tension qui ressort, et dès que le vin va passer son 2e hiver, il va retasser un peu l'ili, on va repartir en réduction, on va repartir en tension et en fraîcheur. Et en fait, tous les éléments tartriques du vin qui sont décomposés dans le vin vont redonner une salinité au vin. C'est... Quelque chose de très salin, voilà, très énergique, assez tendu. On a déjà une belle structure. Puis on reste sur des petits amers d'agrumes en fin de bouche qui donnent
qui donne déjà envie de... Côté salivant du plat où tu as envie de manger, C'est ça. Tu appelles la nourriture. Et les vins avec une texture de bouche, avec une sensation minérale, tout, il n'y a pas partout. C'est pas... Et Sartobin, on a vraiment sur Sartobin, on a ce côté minéral, ça ressort, c'est évident. Quoi. Oh, ça me déjà très joli. Donc là, derrière, chez Loire, haute densité, donc la parcelle qu'on a été voir, Ouais. c'est le dessus tout le fin où c'est là. 30 000 pieds hectares. 30 000. Le vin, il n'a toujours pas eu une goutte de C2, toujours pas stiré, toujours pas. Donc c'est du jus de raisin avec. C'est ça qu'il est. C'est très joli parce qu'on a déjà un jolinet qui est assez dense avec des agrumes, du fruit jaune. Et par contre, on a une petite réduction qui vient apporter de la complexité. Ça, c'est des fûts qui ont 6-7 ans, en plus il y en a un autre à côté qui a 7-8 ans. À son âge, il y a 2 fûts. Il y a un fût qui était sulfité et un fût qui n'a pas été sulfité. On goûtera la différence quand. Celui-là, je ne peux toujours pas y accéder, il est bon. Là, je suis un peu grillé. Vraiment la réduction. Il est à chenot, sur un côté grillé calcaire, grillé minéral. Ça, on ne va pas dire que c'est le fût qui grille, puisque c'est un vieux demi-muit de 600 litres qui a 6-7 ans. Donc c'est vraiment le travail sur la réduction du vin qui va lui permettre de vieillir et tenir dans le temps. Tu as ce côté minéral, salin, très fin, élégant. Une belle humeur. Puis son finesse et minéralité. Par rapport au DRC Édouard classique qui est pas haute densité, on a une plus grosse structure. Une structure amère, une structure minérale qui est plus longue, qui est un équilibre qui est beaucoup plus équilibré, plus en longueur. Parce qu'en fait, si tu veux, la parcelle, tu regardes, au début, on est sur les lignes tressées tout en bas. Il y a plus d'argile rouge qui donne un peu plus de chair. Et plus tu montes, plus tu es sur les calcaires, sur l'amande blanche. Donc tu vas être sur des vins plus fins, plus élégants, plus minérales. Donc les 30 000 sont plus sur le côté du dessus, tu as moins d'argile, donc tu auras moins de volume en milieu de bouche. Par contre, tu as une belle longueur minérale. Justement, sur la densité, il y a quand même tu l'as, mais par les tout petits raisins jaunes, par la densité du raisin, et pas par le terroir. Et par contre, tu as une sacrée acidité qui t'allonge tu l'as par la qualité des raisins, par les petits rendements, cette chair, cette densité, mais pas par le terroir qui... Tu vois, c'est le genre de vin que j'aimerais bien mettre à une table à l'aveugle au milieu de grands crus. Ils l'ont fait en Angleterre, ils l'ont fait en Belgique, devant les Montrachet, des mais on ne fait jamais en France ce genre de choses. On n'a pas les moyens. Non, parce qu'à l'aveugle, ça pourrait être assez impressionnant. Nous, on s'amusait à le faire à côté des morceaux premiers crus, les premiers crus, et ça a plus d'énergie, souvent. Après, sur Sartobin, on a cette énergie naturelle dans les vins, donc ça... Des fois, les vins manquaient d'énergie sur les autres vins à côté. Quoi.